25 mai 1965, Mohamed Ali retrouve pour un combat revanche Sonny Liston. Lors du premier combat, Ali avait gagné les ceintures WBC et WBA aux champions du monde. Les deux boxeurs sont sensiblement plus légers que lors de leur première rencontre. Pour Liston, c'est 1 kg de moins, il est sur la balance à 97,5 kg. Ali, lui, a perdu environ 2 kg et il monte sur le ring à 93,5 kg. Dès les premiers échanges, on peut voir que Ali, à son habitude, est mobile, insaisissable, alors que Liston avance et tente de le cadrer. Dans ce premier round, il ne se passe pas grand-chose, jusqu'à ce fameux coup de poing. Ali déclenche, en contre, Liston s'écroule. Cette photo, prise à ce moment-là, est très certainement le cliché le plus connu de la carrière de Mohamed Ali. Je pense même que c'est la photo la plus connue au monde pour la boxe. Cette photo, on en a fait des t-shirts, des cadres, des peintures, des fonds d'écran, tout ce que tu veux. Tous les dérivés possibles avec une photographie, on l'a fait avec cette photo. Ali Liston, ça reste cette image. Ali au-dessus de Liston et qui lui hurle « Relève-toi, relève-toi, personne ne va y croire ». Personne ne va y croire, c'est bien ça le problème. Parce que ce cliché, vous le connaissez, ce chaos, vous le connaissez, le Phantom Punch. Tout le monde en a entendu parler, le fameux coup invisible. D'ailleurs, Ali s'en est justifié lors de la conférence de presse d'après-combat. Je fais une toute petite pause pour vous dire que cet extrait provient d'un documentaire qui est disponible sur Arte TV. C'est 7 heures de documentaire répertorié en 4 chapitres. C'est absolument exceptionnel, je vous invite vraiment à aller voir ça. Je vous en reparle un petit peu plus tard, on reprend le récit de l'histoire. Il explique que c'est un coup que lui aurait enseigné Jack Johnson, enfin un gars qui avait eu cet enseignement de Jack Johnson. Bon, c'est un peu farfelu. Liston, lui, n'a jamais été très clair par rapport à ce coup-là qu'il a reçu. Déjà, c'était pas un mec qui s'exprimait beaucoup, le Sonny Liston. Il était plutôt mystérieux. Un jour, je ferai une vidéo sur lui. Mais pour le coup, on sait pas vraiment. Il dit qu'il a été touché, du moins il ne dément pas, mais c'est surtout son attitude, comment il tombe, qui pose des questions. On a différents témoignages. D'abord, on a James Braddock, qui lui estime que c'est un premier coup du droit de Ali qui avait étourdi Liston, et en fait, ça a fait que finir le taf. Pour un autre ancien champion, qui est Rocky Marciano, lui, il explique qu'il n'avait pas vraiment vu le coup quand il était au bord du ring, mais c'est qu'après, lorsqu'il a vu la vidéo, qu'il a compris l'efficacité de l'attaque de Ali. À vrai dire, même à la vidéo, même après visionnage des ralentis, c'est très difficile de voir le coup de Ali. Et c'est pour ça que, encore aujourd'hui, ça reste très suspect. Ce qui est d'autant plus suspect, ça va être ce qui va se passer juste après. Parce que tout le monde connaît le chaos, mais peu de gens parlent de ce qui s'est passé dans les secondes après que Liston soit allé au tapis. Ali fait le fanfaron, il tourne autour et l'arbitre tente de le mettre dans le coin neutre. Liston tente de se relever et il retombe au tapis, ce qui est assez bizarre. Il finit par se relever, l'arbitre lui prend les gants, geste habituel, il regarde plus loin, on voit qu'il n'entend pas, donc il décide de se rapprocher des juges arbitres. Ali va se ruer sur Liston. Liston ne donne plus aucun coup, et finalement l'arbitre revient et sépare les boxeurs en disant que le combat est terminé, donc que c'est Ali qui a remporté ce combat. Beaucoup estiment que Liston s'est jeté et qu'il voulait rester à terre. Ce qui est quand même bizarre, c'est qu'il se relève et qu'il se remet pour combattre, en attitude de boxeur. Si vraiment il voulait rester au tapis, au premier coup de poing de Ali, il aurait dû retourner au tapis. Ce qu'il ne fait pas. Il laisse Ali le taper, mais sans trop réagir non plus. Il a l'air lui-même de ne pas savoir ce qu'il fout sur le ring. C'est quand même une attitude qui est très bizarre. Liston va s'expliquer des années plus tard à un journaliste, et il va lui dire que, à ce moment-là, certes il était un peu étourdi, mais il n'était pas sonné, et ce qu'il attendait, c'était le compte de l'arbitre. Et il trouvait bizarre que l'arbitre ne l'ait pas compté. Et c'est vrai que j'ai pas l'impression, à aucun moment dans cette vidéo, de voir l'arbitre compter Sonny Liston. Ali lui-même va déclarer plus tard que son coup de poing avait bien touché Liston, mais qu'il ne pensait pas que c'était un coup suffisamment fort pour le mettre KO. Alors, on va revenir sur l'attitude de l'arbitre, Jersey Joe Walcott, qui est aussi un ancien boxeur et un illustre boxeur.
L'arbitre a dit qu'il n'entendait pas le chronométreur. En fait, c'est le chronométreur qui doit te donner le compte. Et en fait, tu récupères le compte au chronométreur. Souvent, vous pouvez voir dans les images des boxeurs un gars qui est au bord du ring, qui tape sur le ring et qui montre un signe avec les doigts pour rappeler à l'arbitre où il en est dans son compte. À aucun moment, l'arbitre n'a pu récupérer ce compte-là. Il était complètement perdu, le chronométreur dit que l'arbitre ne le regardait pas, qu'il regardait la foule, bref, c'était une confusion totale. Et au moment où il a pu interagir avec l'arbitre, il lui a signalé « c'est terminé, on a fait le compte, c'est fini, il faut arrêter le combat ». Et c'est pour ça que l'arbitre s'en va, il va écouter ce que lui dit le chronométreur, et puis il revient en direction des boxeurs pour leur dire que c'est fini. Donc, du point de vue de l'arbitre, voilà ce qui s'est passé, et il a pris cette décision-là en allant concerter le chronométreur et les officiels qui étaient au bord du ring. C'est un peu bizarre parce que chacun se renvoie la balle, se renvoie la responsabilité. Parce que forcément, Ali, championnat du monde, même à cette époque-là, Ali c'était déjà une petite star. C'était pas encore la superstar, mais c'était déjà une petite star. Et ça faisait la une des journaux. Donc, personne ne voulait être responsable de ce joyeux bordel. Il y a quand même un point de la règle qui est intéressant à relever, c'est que soit le décompte peut être pris dès que le boxeur va au tapis, et donc c'est le chronométreur qui prend le décompte et l'arbitre prend le relais après, ou alors, selon certains règlements, on doit attendre que le boxeur aille dans le coin neutre pour commencer le décompte. Et selon la commission, au moment de ce combat-là, eh ben c'était possible. Donc on aurait pu demander à Ali, tu sais, comme Ali il criait, il a fait le fou, il tournait autour de, j'allais dire du corps, comme c'était un cadavre, non, il tournait autour de son adversaire, on aurait pu lui demander, calme-toi, va dans ton coin neutre, et là on prend le décompte. À ce moment-là, ça aurait laissé le temps à Liston de récupérer un petit peu, même si personne ne pense qu'il était franchement touché, de reprendre un peu ses esprits en tout cas, et repartir au combat. Et c'est pas ce qui s'est passé. Après, c'est pas une obligation. Dans cette commission, on pouvait faire ça, mais c'est pas une obligation. Donc, finalement, la décision du chronométreur, de l'officiel et de l'arbitre, bah, c'est une décision qui est valable. Je te dis pas que c'est la bonne décision, je te dis juste qu'elle est valable. Dans tous les cas, tu vois que c'est quand même une situation qui est vachement étrange. Maintenant, on va revenir sur le contexte de ce combat, qui amène encore plus de mystère, de bizarrerie autour de cet affrontement. Il faut savoir déjà que lors du premier combat entre Ali et Liston, Ali à ce moment-là était encore Cassius Clay, parce que c'est entre les deux combats qu'il va annoncer qu'il est converti à l'islam et qu'il va changer de nom. Ça a son importance, les gars. Mais déjà, on va revenir sur le contrat même du premier combat. Il y avait un contrat caché, il y avait un contrat officiel et un contrat qui a été tenu secret entre les parties. Et dans ce contrat secret, la société de promotion de Sonny Liston avait fait signer à Ali un contrat dans lequel il stipulait que s'il gagnait le combat, c'est eux qui devaient s'occuper de son premier combat, de sa première défense de titre. Et donc, c'était plus ou moins une clause de revanche parce qu'ils allaient faire affronter Ali de nouveau Sonny Liston. Tu comprends? Et en fait, ça, à l'époque, la WBA l'interdisait. Et elle avait interdit les clauses de revanche parce que ça mettait le boxeur qui va gagner le titre dans une position un peu difficile. C'est marrant parce que c'est des choses dont je vous parlais déjà lorsqu'on a eu toutes ces clauses de revanche qui n'ont pas arrêté d'être citées ces dernières années dans la boxe poids lourd notamment. Et en fait, la WBA avait décidé d'interdire ça. Et c'était déjà à cause de Sonny Liston. Parce qu'il s'était déjà fait enfler comme ça lors de son combat contre Floyd Patterson, où il avait dû l'affronter 2 fois à cause d'une clause de revanche. Donc la WBA l'interdisait. Mais je vous ai dit, il y avait la WBA et la WBC. Donc en fait, la WBA, elle s'est retirée de ce combat-là. Donc elle a retiré son titre à Mohamed Ali. Et elle a décidé même de retirer complètement Sonny Liston de son classement. Donc Sonny Liston a été radié. Mais Ring et la WBC, eux, ont accepté que le combat ait lieu. Et ils étaient représentants là-bas, donc c'était bien un championnat du monde. Donc déjà, c'est la première bizarrerie. La WBA va mettre pas mal de bâtons dans les roues autour de ce combat-là, et c'est pour ça qu'ils vont galérer à trouver un lieu, à trouver une ville qui veut bien les accepter. Ils vont finir à le faire à Maine, dans une patinoire. Il faut savoir que c'est l'une des villes les plus petites, avec le moins d'habitants, où il y a eu un championnat du monde. Il y avait 41 000 habitants à l'époque. Au-delà des complications avec la WBA, qui met des bâtons dans les roues à ce combat, il y a d'autres tensions. Et il y a une tension d'autant plus grave, c'est qu'on avait peur qu'il y ait un attentat pendant ce combat. Comme je vous l'ai dit, Ali a annoncé qu'il s'était converti à l'islam, qu'il avait rejoint les Nation of Islam et qu'il avait changé de nom. Seulement 3 mois avant le combat, Malcolm X est tué
par des membres de Nation of Islam. C'est pas officiel, mais parmi les tireurs, 3 d'entre eux étaient membres de Nation of Islam. Donc à ce moment-là, les autorités, ils ont peur qu'il y ait des représailles contre Mohamed Ali, parce que Mohamed Ali avait renié quelques temps avant l'assassinat, publiquement, il avait renié Malcolm X. Du coup, on a peur que Ali soit pris pour cible, à tel point que le FBI va mettre 12 agents en permanence sur Mohamed Ali pour le surveiller, entre guillemets, et le protéger officiellement. On peut dire que le jour du combat, c'était quasiment un plan Vigipirate. Ils ont passé la salle au peigne fin pour qu'il n'y ait pas de bombes, de gaz, enfin voilà, quoi que ce soit qui fasse que il y ait un incident pendant le combat. Les gens avaient tellement peur qu'il faut savoir que la petite patinoire n'était même pas pleine. Ils n'ont même pas rempli la salle. Pour 4900 places, il y a eu seulement 2434 ventes. Il y a même des rumeurs qui disaient que les sièges des premiers rangs, vous savez là où se mettent les riches, les blindés, étaient renforcés, ils étaient blindés au cas où si jamais quelqu'un dans la salle se mettait à tirer en direction du ring, bah les gens devant étaient un petit peu protégés. Si jamais vous voulez en savoir plus sur tous les complots qui existent autour de ce combat-là, je parle de complot parce que rien n'est avéré, il y a un bouquin qui est traduit en français, donc je vous mettrai la référence si vous voulez aller le lire. Moi, je l'ai beaucoup aimé, ce bouquin. Donc, la théorie du plongeon de Sonny Liston, elle n'est pas infondée. Personnellement, je pense que tous les enjeux qu'il y avait autour du combat ont fait que Liston, il n'avait pas envie d'être sur le ring. Donc, il a pris la première porte de sortie. Au-delà de ça, Sonny Liston était attaché à la mafia. Il y a un super documentaire qui est sur Arte en ce moment. C'est 7 heures de documentaire sur Mohamed Ali. J'ai tout regardé, je me suis régalé. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir ce documentaire. Et dans ce documentaire-là, ils expliquent bien comment Sonny Liston, il était rattaché à la mafia. Il y a même carrément un mafieux qui l'a racheté. Voilà, qui a racheté son contrat, mais on va dire qu'il a racheté sa personne. Et donc on sait que Sonny Liston, il était géré par des mafieux. Et si on reprend un peu les choses qui ont été dites dans le milieu de la mafia à cette époque-là, et qu'on reprend les dates, eux sous-entendaient qu'il y aurait un truc bizarre autour de ce combat. Donc est-ce que le combat a été manipulé du côté de Sonny Liston par des mafieux, parce qu'il y avait des paris, tout ça, et donc ils voulaient que arranger le résultat? C'est pas impossible. Pour conclure, je pense que Ali n'était pas forcément au courant de toutes ces manigances autour du combat, mais par contre, je suis persuadé que du côté de Sonny Liston, il n'y avait vraiment pas la volonté d'aller au bout de ce combat. Quoi qu'il arrive, il voulait prendre son billet, aller quand même sur le ring, mais se tirer dès que possible. D'ailleurs, il a continué à faire une carrière de boxeur, il a continué à remporter des combats, même si bien sûr on n'en entendra jamais plus autant parler, mais il a continué à faire rentrer de l'argent à sa manière, et même s'il va très mal finir, je pense qu'il ne voulait plus être, en tout cas, devant les projecteurs. Lui, ça ne l'intéressait plus. Je pense qu'il voulait maintenant s'éclipser. Il y avait trop d'enjeux, et notamment des enjeux politiques qui le dépassaient. Voilà, je voulais revenir un peu sur ce combat. L'idée de faire cette vidéo, voilà, je voulais revenir un peu sur ce combat. L'idée de faire cette vidéo, elle m'est venue en regardant justement le documentaire de Arte. Je me suis dit, il faut absolument que je vous en parle. Au début, je voulais faire juste une review de ce documentaire. Et je me suis dit, non, c'est nul, autant vous faire une putain de bonne vidéo sur un événement marquant de la boxe anglaise. Surtout que moi, ce qui me fait rire, c'est que l'image de Ali au-dessus de Liston, elle est iconique. Vraiment, elle est rentrée dans l'ordre de la légende, du mythe, alors que c'est loin d'être un super KO, ni même un super combat. Moi, je pense au Ali contre Foreman, ça c'est un KO, mais mémorable. C'est cette image-là qu'on devrait garder en peinture, en t-shirt, tu vois. C'est ça vraiment qu'on devrait garder. Alors bien sûr, c'est un combat qui a marqué les esprits. Bien sûr, il est aussi légendaire. Mais vraiment, l'image de Ali, c'est ce Ali qui est au-dessus de Liston. Et c'est vrai qu'au-delà du combat, eh ben, c'est la légende d'Ali qui se construit ce jour-là, qui démarre vraiment ce jour-là. Tout ce qui était avant, voilà, c'est ce qu'on te raconte aujourd'hui. Mais vraiment, le grand Ali, il commence ce jour-là. Et je pense que c'est pour ça que ce Ali vainqueur sur Sonny Liston, il représente bien plus qu'un simple combat de boxe qui est un peu pourri. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous invite à rejoindre la chaîne pour 2 € par mois. Soutenez mon travail pour que je puisse faire plus de vidéos de ce type, parce que c'est des vidéos qui demandent beaucoup plus de travail, mais je pense qu'ils sont finalement les plus intéressantes sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, bla bla bla. Partage la vidéo, ça ferait grave plaisir. Je te dis à la prochaine. Fighting!